Le fait le plus marquant dans ma vie et celle de mes amis a été de rencontrer José María Arizmendiarrieta. Nous étions anticonformistes, comme l'était José María. José María Arizmendiarrieta avait pour nous une autorité morale impressionnante. Il dirigeait notre manière de penser et d'agir. Ulgor a été un peu le point de départ, le commencement du coopératisme, il y a plus de 50 ans. On n'aurait jamais créé Ulgor si ce n'était parce qu'on voulait et qu'on croyait qu'il était possible de faire une entreprise dans laquelle l'homme prédominait sur le capital. En 1955, 5 jeunes gens de Mondragón achètent un atelier de fabrication de fourneaux à pétrole à Vitoria. Nous avons acheté l'atelier de Vitoria essentiellement parce que c'était une usine qui avait l'autorisation de fabriquer des électroménagers. Le texte de l'autorisation était tellement général qu'en théorie, on pouvait fabriquer n'importe quel électroménager. Quelques mois après, en 1956, ils construisent un bâtiment industriel à Mondragón et transfèrent l'usine dans le quartier de San Andrés. Ce sont les premiers pas de Talleres Ulgor, dont le nom provient des noms de famille de ses fondateurs. La nouvelle entreprise se fera ultérieurement connaître comme Fagor Electrodomésticos. Pourquoi est-ce que nous voulions monter l'entreprise à Mondragón? Parce que nous étions de Mondragón, parce que les collègues de travail que nous allions regrouper dans cette coopérative nous connaissaient et allaient croire en ce que nous allions faire, parce que Mondragón était un village socialement développé. Le projet inspiré et appuyé par le prêtre José María Arizmendiarrieta est désormais en marche. 13 années ont passé depuis qu'il a créé l'école professionnelle. Pendant ce temps, ses idées et ses enseignements ont stimulé de nombreux jeunes de la commune, qui bientôt commenceront à faire partie du personnel d'Ulgor. Nous, les ouvriers, nous devions prouver que nous n'étions pas seulement des ouvriers, mais que nous étions aussi capables de faire progresser l'entreprise. En ce sens, les objectifs des fondateurs sont solidement établis. Ulgor doit être une entreprise démocratique, participative et solidaire, capable de créer des emplois, de la richesse et du développement social, une entreprise dans laquelle les associés salariés sont maîtres de leur propre destin. Les premiers produits Tagor, la marque née de la contraction de Talleres et de Ulgor, sont des fourneaux à pétrole et des rondelles en aluminium pour la fourgonnette DKV. En peu de temps, l'entreprise obtient une licence allemande pour fabriquer des plaques de sélénium utilisées comme semi-conducteurs. Et celui dont on espère qu'il deviendra le produit phare, le poêle à pétrole Aladdin, entre au catalogue. Les ventes montent en flèche. La construction d'un nouveau bâtiment de fonderie est lancée et la division électronique qui commence à produire les plaques de sélénium est créée. En 1957, Arizmendiarrieta promeut la création d'une nouvelle entreprise à Mondragón, Talleres Arrasate Cooperativa Industrial. Ulgor n'a pas encore la forme juridique qui correspond à ses principes fondateurs. José María Arizmendiarrieta cherche alors la manière de contourner les limitations de la loi sur les coopératives et rédige de nouveaux statuts. Ulgor est officiellement immatriculé comme coopérative en 1958. Fagor se présente comme une entreprise ayant une extraordinaire capacité d'adaptation à la modernité et d'empathie avec la modernité historique dans ses différents domaines sociaux, économiques et politiques.
Les sociétés coopératives n'étaient autres qu'un moyen pour rendre l'être humain plus libre tout en étant solidaire avec leur entourage. Elles avaient donc conscience de faire partie d'une communauté d'ouvriers et d'une communauté de personnes. Au bout de 3 ans d'intense activité, les ventes d'Olgor commencent à prendre de l'envergure. C'est à ce moment qu'un fait inattendu se produit. La société Ramsa de Barcelone engage un procès pour le brevet du poêle Aladine et la fabrication est suspendue sur ordre judiciaire. Des Catalans qui avaient breveté le poêle se sont présentés. Et ce fut terrible. Les gens se disaient, « Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est tout ce qu'on avait. On nous l'enlève. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, il ne s'est rien passé, parce que nos techniciens étaient parfaitement préparés pour inventer n'importe quoi d'autre. Et ils ont inventé un autre poêle. Du point de vue commercial, on a commencé à dire que ce poêle était le premier qui pouvait réchauffer le petit déjeuner et d'autres choses du même type. Ces arguments nous ont servi comme réclame commerciale et ont eu un énorme succès. C'est là que nous avons eu une illumination. Si on invente quelque chose dont le monde commercial peut parler, qu'il peut transmettre, communiquer, qui présente une différence, c'est de grande valeur. Les dirigeants d'Olgor décident d'aller de l'avant et achètent des licences de fabrication à des entreprises européennes. Le gaz butane commence à remplacer le pétrole comme combustible ménager et de nouveaux appareils font leur apparition sur le marché, les cuisinières sous licence Fargas et les chauffe-eau sous licence Bulex. Les licences ont permis de consolider rapidement des lignes de production de certains produits. C'est l'avantage qu'ont eu ces licences de fabrication. Quand on a ramené les cuisinières à gaz butane d'Italie et qu'en 1958, nous étions prêts à les présenter à Madrid, nous nous sommes rendus compte que nous allions investir 10 ou 12 millions de pesetas en publicité. C'est à ce moment-là que nous avons décidé d'enregistrer la marque. On ne l'avait même pas enregistrée. Et c'était la marque Tagor. Nous avons demandé à la Casa Anguria de Bilbao qu'ils s'occupent de l'enregistrement. Ils nous ont dit « Vous ne pouvez pas l'enregistrer ». Pourquoi? Parce qu'il existe déjà une marque Tago qui est spécialisée dans le perçage. Comme le dessin était déjà fait, le logo était déjà fait, nous avons ajouté un petit trait au T et c'est devenu Fagor. Qu'en pensez-vous? Bien. Fagor, la marca que symboliza el arte en cocina. Fagor, la cocina con horno visible de gran capacidad. Les cuisinières nous ont donné de la flexibilité. Elles avaient des foyers de chaleur différents, avec différentes puissances. Elles étaient réglables, très flexibles et très jolies par rapport à tout ce qui se faisait avant. Elles ont remporté du succès avec la bonbonne de butane et avec cette ligne qui était différente. La cuisinière a eu un succès immédiat. José María Arizmendi Arrieta, avec ses vues sur l'avenir, pressent l'arrivée de situations de crise qui pourraient nuire au mouvement coopératif naissant et propose la création d'un établissement de crédit. Un établissement de crédit qui, par affinité avec le système coopératif implanté chez Olgor, devait aussi être une coopérative, pas une caisse d'épargne, pas non plus une banque, mais une banque coopérative, voilà ce qu'il crée. C'est ainsi que naît en 1959 la Caja Laboral Popular, pour apporter son soutien aux coopératives dans les domaines techniques, financiers et de prestations sociales. La participation d'Olgor est vitale. Arrivent les années 60 et s'ouvre pour Olgor une extraordinaire période de croissance et de consolidation. Le bâtiment d'origine est agrandi, on construit le bâtiment d'électronique, on lance l'activité d'hôtellerie avec la fabrication de cuisinières industrielles et un nouvel immeuble de bureaux est inauguré. 2 nouvelles coopératives sont créées à Mondragon, Copreci et Ederlan. Elles auront toutes les deux un rôle important dans l'histoire d'Olgor. Do, re, mi, fa, gor, escala de con por favor.
Fagor se positionne parmi les premières marques grâce à la promotion de la gamme de cuisinières à gaz butane. De surcroît, le décollage économique du pays favorise une importante demande de la part des consommateurs. En 1964, les premiers réfrigérateurs produits dans la nouvelle usine font leur apparition sur le marché. Au même moment, le service commercial d'Olgor met en marche l'autobus Fagor. Le Fagor Bus était quelque chose d'inconnu. C'était une exposition itinérante qui parcourait tout le territoire et venait en appui à notre distribution. Le bus arrivait à un point de vente dans une ville ou dans une commune plus petite et le distributeur profitait alors du Fagor Bus pour faire la promotion de la marque et de son établissement. On avait aussi des chauffeurs qui possédaient un don spécial pour les tournées. Cela a beaucoup aidé à construire la renommée de la marque Fagor. Cette même année, 1964, le premier groupe coopératif régional Ularco est créé. Il est initialement formé par Olgor, Arrasate et Copresi. Et c'est encore une fois un projet de José María Arizmendiarrieta. L'un des objectifs d'Ularco était, plutôt que d'échanger, de disposer pour l'ensemble de toutes les coopératives, de toutes les ressources dont elles disposaient, les personnes, l'argent et la technologie. À la base, Ularco a vu le jour comme moyen d'autodéfense des coopératives, qui étaient encore très petites. Elles se développaient dans un milieu hostile et nous essayons d'unir les efforts pour qu'entre elles toutes, elles puissent s'entraider et aller de l'avant comme entreprise. D'un autre côté, cela répondait à un principe coopératif, le principe d'intercoopération. Un an plus tard, les nouvelles installations de l'école professionnelle polytechnique sont inaugurées. Les apports d'Olgor ont été fondamentaux pour mener à bien l'œuvre la plus chère à José María Arizmendiarrieta. Il a toujours eu présent à l'esprit que l'investissement le plus important que l'on puisse faire dans sa vie, c'est l'investissement en éducation. Il avait donc une idée, je dirais à long terme, ambitieuse, mais non concrétisée. C'est pour cela qu'il l'appelle l'expérience coopérative. La première direction, les cadres techniques, les dirigeants ont été formés dans cette école. Les personnes formées n'ont pas travaillé uniquement chez Fagor, elles sont aussi allées dans d'autres coopératives. Je dirais qu'ils venaient à 80% de cette école. Chez Olgor, un premier dédoublage a lieu. La division électronique se convertit en Fagor Electrotecnica, par la suite Fagor Electronica. La nouvelle coopérative fait partie du groupe Ularco. Le dédoublage en plusieurs coopératives avait pour but de se concentrer sur la technologie que chacun devait développer. Olgor est à ce moment-là le moteur du mouvement coopératif de la zone et son principal référent. Olgor était quelque chose comme le centre expérimental de tout ce qui allait être fait. Les plans de gestion sont nés chez Olgor, le système de rétribution est né chez Olgor, les normes de travail sont nées chez Olgor, le système d'assemblée générale, tout se faisait chez Olgor. En 1966, la publicité à la télévision convertit Fagor en la marque la plus connue du public. Fagorice su hogar con Cocina Fagor. Nous avons choisi un artiste, un comique, humoriste, très influent à l'époque, Antonio Galiza, avec qui nous avons commencé à faire la première campagne sérieuse au sein d'un concept humoristique permettant que la marque Fagor soit lancée sur le marché intérieur. Que la marque soit connue est une chose, mais il faut transmettre ce qu'il y a derrière cette marque. Derrière cette marque, nous avons commencé à lancer le concept de qualité de marque, c'est-à-dire une marque qui vendait des produits de haute qualité. Et c'est alors que sont apparus les premiers lave-linges Fagor.
Le lave-linge automatique faisait un prélavage, lavait à 90 degrés, faisait 5 rinçages et ensuite centrifugeait, essorait le linge sans intervention de la part de l'utilisateur. Et ça a été un coup de maître. En 1968, l'école professionnelle polytechnique reçoit officiellement le qualificatif d'ingénierie technique. Chez Ulgor, le nombre d'associés augmente de forme considérable jusqu'à pratiquement doubler et les produits Fagor sont en 12 ans seulement les leaders indiscutables sur le marché espagnol. Fagor International est alors créé dans le but de commencer à exporter. Mais avant la fin des années 60, Ulgor va devoir faire front à une situation insolite, le rachat d'une société anonyme. Cepsa, dont la marque était Aspes, était le client le plus important de Fagor Electrodomésticos. En réalité, c'était une entreprise commerciale de Hidroeléctrica Española. Ils se sont bien vite aperçus que le commerce de l'électroménager était plus compliqué que la vente d'électricité et ils nous ont dit « Écoutez, nous allons vendre la société. Si vous nous l'achetez, parfait. Sinon, on la vendra à quelqu'un d'autre. » Comme c'était notre plus gros client, nous vendions environ 15 ou 20% de notre production à travers Cepsa. Nous avons dû prendre la décision d'acheter. Ce n'était pas ce qui nous enthousiasmait le plus, mais il a bien fallu qu'on se décide à acheter. C'était quelque chose de nouveau, parce que nous n'avions jamais acheté une entreprise de cette taille. 9 ans plus tard, culminant un lent processus d'intégration, les salariés de Cepsa se convertiront définitivement en associés d'Ulgor. Les terrains de San Andrés sont alors finis de construire et l'expansion d'Ulgor exige une plus grande superficie de fabrication. Finalement, en 1970, au bout de 2 ans de travaux, la nouvelle usine de cuisinière et de lave-linge située à Garagarza est inaugurée. C'est une étape importante dans l'histoire de la coopérative. Pour moi, l'inauguration de Garagarza a une connotation spéciale parce que celui qui a réalisé le projet, dirigé les travaux et le montage a été Usatorre. Et Usatorre est mort peu avant l'inauguration de l'usine de Garagarza. Les années 70 vont être marquées par les 2 grandes crises mondiales qui vont directement influencer le développement d'Ulgor. Dans les années 70, le monde entre dans un cycle économique néfaste, car le prix du pétrole augmente de 5 à 20 $ le baril, ce qui se fait sentir dans toute l'économie. Un marché très concurrentiel et l'augmentation du coût de la main-d'œuvre font que 1971 est la première année sans bénéfice. C'est vrai, nos statuts parlaient toujours de répartition des bénéfices. On n'avait jamais pensé qu'il faudrait répartir autre chose. Rapidement, la direction adopte une série de mesures. Augmenter la productivité, améliorer les modèles, améliorer l'organisation, se battre contre les coûts. Les obstacles étant surmontés, en 1973, l'entreprise s'agrandit au-delà des limites de Mondragón avec l'inauguration de l'entrepôt central à Vitoria. Un nouveau dédoublage se produit au sein d'Ulgor. Cette fois, c'est la division hôtellerie qui se transforme en la coopérative Fagor Industrial. En 1974, un nouveau manuel d'évaluation des postes de travail et de leurs catégories provoque une grève pour des raisons internes. La validité du coopérativisme est remise en cause et un épisode traumatique s'ouvre. Nos statuts considèrent le fait de grève spécifiquement comme une faute très grave qui est sanctionnée par une expulsion automatique. Et c'est ce qu'on a vu. Ça ne s'était jamais produit. En réalité, il faut bien reconnaître que cette époque-là était politiquement très compliquée, très agitée. Les associés d'Ulgor, réunis en assemblée générale, décident d'expulser 17 personnes. Le fait d'assumer la responsabilité que, par une décision qui est la tienne, ces personnes soient licenciées dans un tel contexte d'extrême sensibilisation politique, cela vous laisse une sensation de quelque chose de non résolu à quoi vous avez collaboré. Jusqu'à ce que la réincorporation ait lieu 4 ans plus tard,
Ça a été dur, très dur. En 1975, l'équipe cycliste Fagor continue à remporter des victoires sportives et publicitaires pour la marque. Ulgor est maintenant le plus gros exportateur d'électroménager du pays et à Garagarza, on commence la fabrication d'une nouvelle ligne de produits, les lave-vaisselle. Déjà au début des années 70, nous nous sommes passés des licences. C'est-à-dire que nous avons alors commencé à fabriquer ces produits avec nos moyens à nous et à partir de nos connaissances, surtout du marché espagnol. L'équipe de recherche et de développement d'Ulgor reçoit également le soutien du centre technologique Ikerlan, de récente création, encouragé par José María Arizmendiarrieta depuis l'école polytechnique. En 1976, Ulgor fête ses 20 premières années d'existence. José María Arizmendiarrieta décède en novembre. Dans ses derniers écrits, il continuait de se tourner vers l'avenir. Eskuz esku, buruz buru, indar barriturik, lanean elkarturik, lanaren bidez, gure lurralde estuan denuntzako, gizabide bizigarriagoak eratuko ditugu, eta lurralde hau edergarrituko dugu. Gure kidetasun barrietan txertatuko ditugu, auzo eta herri, herri eta beste guztiak. Aurrera beti! À la fin des années 70, Ulgor possède 4 usines entre Mondragón et Oñate et est en train de construire la 5e à Vergara. La crise économique de 1979 va interrompre la prospérité de la coopérative. La crise a commencé vers 1974, suite à l'augmentation du prix du pétrole et à l'augmentation des coûts. Mais grâce à la responsabilité et aux efforts des coopératives, les difficultés ont été surmontées. Néanmoins, je voyais comment d'autres entreprises de la région faisaient faillite. Je me suis alors rendu compte que les coopératives étaient l'axe fondamental de l'économie et de la société de Mondragón. En dépit des efforts pour surmonter les difficultés, les premiers cas de chômage apparaissent. Le chômage était quelque chose d'inconnu. Qu'une partie de nos associés reste à la maison sans travailler était une chose complètement inconnue. Disons que c'était très dur. L'impact de la crise se traduit très vite par des pertes économiques. 1980 se termine avec des résultats négatifs importants. Et 1981 est resté dans les registres comme le pire exercice de l'histoire d'Ulgor. Faire partie du groupe Olarco est vital dans cette période. Concrètement, le fait de faire partie d'un groupe permettait aux coopératives qui avaient des postes à pourvoir avec des gens de l'extérieur de les couvrir par des gens provenant d'Ulgor ou d'une autre coopérative. Tout le processus associatif et de solidarité étaient des aspects de base sur lesquels José María insistait constamment, dans l'idée de surmonter les situations de crise qui se produiraient et qui de fait se sont produites au fil du temps. Fin 1981, on compte 10 groupes régionaux qui regroupent plus de 6000 associés. En 1984, il est décidé du rachat d'un important client ayant de graves problèmes financiers, la chaîne de distribution Ibarte. Nous avons pris la décision de racheter Ibarte parce que nous n'aurions probablement pas pu faire face à une décision de non-rachat. Tout était motivé par l'énorme dette d'Ibarte envers Fagor. 3 ans plus tard, Ibarte sera revendu à une entreprise britannique.
À la fin, il a fallu nous défaire d'Ibarte, parce qu'après avoir appris l'activité, quand on a commencé à bien la gérer, nous nous sommes aperçus que la distribution était ce qui nous empêchait de faire ce que nous croyions devoir faire. C'est là que nous avons compris qu'il n'est pas bon, quand on travaille dans un type d'activité, de s'introduire dans l'autre parce qu'on va à l'encontre de ses propres clients. On fait de la concurrence à ses clients et c'est une très mauvaise chose. En 1984, le secteur de l'électroménager en Espagne est dans une situation critique. Les problèmes financiers, la guerre des prix et le chômage obligent le gouvernement à mettre en place un plan de reconversion industrielle. Par ailleurs, l'entrée immédiate dans la communauté européenne exige d'importants changements pour s'adapter au futur marché unique. Il faut faire un saut de géant et parcourir en 5 ans ce que les Européens avaient parcouru en 20 ou 30 ans. L'effort a été terrible. Dans la même année 1984, des changements significatifs dans les groupes régionaux commencent à se produire. Des études sont faites au cours de cette période pour inciter les groupes régionaux obéissant à une proximité géographique à se transformer en groupes sectoriels par proximité technologique. 2 ans plus tard, le groupe Ularco devient le groupe Fagor. Il est composé de 13 coopératives regroupées en 3 divisions. Les produits du groupe sont commercialisés sous la même marque, Fagor. Ulgor fête ses 30 ans et est désormais le fabricant européen ayant la gamme la plus étendue de produits pour la maison. La marque Fagor est remarquée sur le marché pour ses innovations technologiques exclusives. En 1987, la nouvelle usine de réfrigérateurs est inaugurée. C'est la première usine du secteur convertie en Espagne. Le dur processus de reconversion, commencé en 1983, a été réalisé de forme intensive, sans interrompre la production des modèles précédents et en incorporant progressivement les nouveaux. L'objectif de la reconversion était fondamentalement de nous mettre à jour pour pouvoir concurrencer les fabricants européens. Nous avons dû faire ce saut aussi bien dans le domaine de la qualité que de celui des prestations, des finitions, en tout et bien entendu en productivité. Les résultats financiers et les procédés dérivés de la reconversion ont été très positifs. Elle a commencé à porter ses fruits à partir de l'année suivante. Du point de vue économique, la reconversion a été très importante. C'était une étape vers l'objectif d'être plus compétitive et on y est arrivé. En 1989, les reconversions des usines de lave-linge, de fours et de plans de travail sont terminées. Ulgor entre à partir de là dans une phase de renforcement sur le marché national. Le coopérativisme continue de générer richesse et emploi. Dans la région, il est vrai que le coopératisme a beaucoup apporté. Je crois que sans le coopératisme, les villes de Alto Debo ou Arrasate ne seraient rien aujourd'hui. De fait, les grandes entreprises qu'il y avait à l'époque, comme la Cerrajera ou Elma, sont soit parties ailleurs, soit pratiquement mortes. Nous avons vécu les reconversions d'une autre manière. Je sais que mon poste de travail est peut-être en trop, ou que je devrais changer d'activité. Mais d'un autre côté, j'ai une sécurité qu'un autre type d'entreprise, ou les sociétés anonymes, ne me donnent pas. C'est-à-dire que je subirai la reconversion avec tous les changements que cela suppose. Mais je sais qu'une fois terminée, j'aurai toujours un emploi. Avant la fin de l'année 1989, Ulgor doit assumer le rachat de Fabrelec, conséquence d'un processus de reconversion industrielle. Financièrement, la situation de Fabrelec était désastreuse. Il n'y avait pour ainsi dire pas de propriétaire. C'était, disons, une espèce de comité de gestion ou quelque chose dans le genre, mais qui dépendait plutôt de l'administration elle-même
et la seule possibilité, c'était qu'Ulgor rachète Fabrelec. Nous y avons beaucoup réfléchi, car racheter Fabrelec n'était pas la même chose que le rachat de Aspes à l'époque. Le rachat a sans aucun doute eu des effets positifs. Du point de vue financier et du marché, ça ne fait aucun doute. Nous obtenions 2 marques, plus les 2 que nous avions déjà, et nous devenions le numéro 1 du marché. Au départ, la méconnaissance de la culture coopérative fait que les salariés de Fabrelec sont peu confiants dans leur intégration comme associés d'Ulgor. Avec le temps, ce facteur de méfiance a perdu de son intensité. Et il a perdu de son intensité parce que nous avions présenté des faits qui confirmaient qu'effectivement, notre intention n'était pas simplement de conserver les marques et de nous défaire du reste. Bien qu'Ulgor soit connu sous le nom de Fagor depuis des années, le changement de raison sociale ne se produira pas avant le 1er janvier 1990. La coopérative prend alors la dénomination de Fagor Electrodomésticos. 1991 voit la naissance de Mondragón Corporación Cooperativa MCC. MCC est composée de plus de 100 coopératives organisées par secteur et avec une unité stratégique. La première fois qu'il y a eu une politique d'entreprise en tant que telle, c'est lorsque Mondragón Corporación Cooperativa a été créée. On a commencé à faire des planifications stratégiques sectorielles et la première planification d'internationalisation a été mise en œuvre. Jusqu'alors, chaque coopérative exportait selon ses propres possibilités. Dès lors, on a commencé à instaurer l'internationalisation comme un concept bien plus large que celui de l'exportation, vendre mais aussi fabriquer. En 1992, nous avons commencé à utiliser la stratégie de service pour la marque Fagor. Il y avait dans cette stratégie de service un concept fondamental qui était celui que nous offrions au marché avec les produits de la marque Fagor. 5 ans de garantie pour les pièces et les composants. 5 años de garantía garantizado. Fagor le da más. 5 años de garantía. La concurrence, à ce moment-là, n'avait pas de garantie supplémentaire. Il y avait la garantie de base qui durait 1 an et nous avons fait une garantie de 5 ans. C'est la première fois qu'une garantie aussi longue était offerte pour un produit électroménager. En 1993, l'Espagne entre dans le marché unique européen. La disparition des barrières douanières représente un défi pour Fagor, qui doit s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Les principaux concurrents présents en Espagne étaient Electrolux, Whirlpool et Bosch Siemens. Cela nous a obligés à les concurrencer, et pour pouvoir les concurrencer, il fallait se diriger vers l'international. À cette époque, l'Europe nous inquiétait un peu. Aller en Europe, sur son terrain de jeu, nous inquiétait. Nous avons alors pensé qu'il fallait commencer l'expansion internationale dans d'autres régions où ils n'étaient pas, ou qui n'étaient pas au centre de leurs préoccupations. L'Argentine se convertit en l'objectif numéro 1. En 1995, Fagor, en partenariat avec le leader mexicain Mabe, rachète la société McLean, le 2e fabricant du pays. L'Argentine, malheureusement, s'est soldée par un échec. Juste au moment où on venait de remonter l'affaire et que nous étions en train de penser au marché brésilien, la débâcle s'est produite en Argentine et nous avons dû nous retirer. La deuxième étape vers l'internationalisation a lieu au Maroc en 1996. Le rachat au Maroc. Au départ, nous y sommes entrés avec une participation de 51% avec un associé marocain. C'était un marché sur lequel, historiquement, nous ne vendions rien de rien, parce qu'il était très protégé par les droits de douane. Nous pensions que c'était une bonne plateforme pour tout le Maghreb. Et ça a bien marché. Le Maroc a été un succès extraordinaire. En ce moment, la participation est très élevée. Fagor est la marque la plus connue. En 1999, Fagor rachète 76% de l'entreprise polonaise Wrozamet, dont les produits sont commercialisés sous la marque Mastercook. La Pologne va devenir, qu'on le veuille ou non, et de fait déjà en train de devenir le plus grand fabricant de toute l'Europe, plus que l'Italie qui est actuellement le principal fabricant. Nous avons fait partie des premiers, avec Brandt, curieusement, à aller en Pologne. Et maintenant, ils fabriquent tous là-bas. Merloni, Electrolux, Whirlpool, Bosch, une petite entreprise qui s'appelle Amica et nous.
À la fin des années 90, Fagor renforce le soutien apporté à ses distributeurs par de nombreuses actions de communication qui s'intensifient au cours de la décennie suivante. Conventions, présentations de produits, campagnes promotionnelles et publicitaires. Nous avons toujours été bien vus par la distribution parce qu'ils ont remarqué nos efforts, avec en plus cette proximité qui, j'insiste, a été importante dans l'histoire de Fagor. Depuis le milieu des années 90, Fagor a également créé des alliances et des joint ventures avec des entreprises d'autres pays. Une joint venture n'est pas chose facile car c'est un équilibre entre les associés et les rapports sont importants. Les rapports entre les entreprises et les rapports entre les personnes. Mais je dirais que dans le cas de la Chine, les cuiseurs que nous produisons là-bas marchent très bien et nous y sommes aussi pour d'autres choses. Nous achetons en Chine et en ce qui concerne les autocuiseurs, tout va bien. Une autre joint venture qui aura 10 ans l'an prochain est celle de Heiser-Gastech. C'est celle que nous avons créée pour les chauffe-eau avec Vaillant, qui a très bien marché pendant toutes ces années. Au début, ça a été une expérience unique en son genre, parce qu'il fallait le faire avec des gens qui étaient associés de la coopérative, mais sous forme de joint venture, qui n'était pas une coopérative. En novembre 2000, un incendie détruit complètement l'entrepôt central de Vitoria-Gasteiz. Près de 235 000 électroménagers, estimés à plus de 36 millions d'euros, sont perdus. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. C'est impossible à oublier. D'un seul coup, on s'est retrouvé sans rien à Vitoria. Mais la réponse a été positive. La réponse interne et aussi celle du marché et des concurrents qui nous ont aussi aidés. Ça ne s'est pas trop mal passé. 15 mois plus tard, le nouvel entrepôt rouvrait. Mais ces moments ont été durs, très durs. Encore une fois, la coopération et l'implication de tous les salariés permettent de surmonter la crise en peu de temps. Toute l'entreprise doit avoir une grande force intérieure pour faire face à une situation comme celle-là. Nous savons que l'entreprise est à nous, que nous sommes associés, etc. Mais c'est quelque chose qui au quotidien ne se voit pas. Pourtant, dans ce cas, quand l'entrepôt a brûlé, ou nous le faisions parce que c'est à nous et que nous voulions travailler, vendre le produit, ou sinon, il n'y avait plus rien. Un día habrá un mundo donde se cocinará sin fuego. Avec le changement de siècle, l'innovation devient le signe d'identité de la marque Fagor. Inventar. Innova de Fagor son lavavajillas que lavan a la vez la vajilla más delicada con las piezas más resistentes. Innova es la nueva línea de electrodomésticos de Fagor. L'innovation, selon moi, a été présente dès le départ dans le modèle de gestion de Fagor Electrodomésticos. Il suffit de voir dans notre histoire comment nous avons commencé et où l'on est actuellement. Nous avons lancé de nombreux produits innovants, mais si on se réfère aux dernières années, moi oui, je soulignerai le fait que nous avons été et que nous sommes pionniers en domotique. L'innovation comme telle est effectivement une stratégie fondamentale dans le développement de Fagor Electrodomésticos. Elle est fondamentale parce que nous parions sur le leadership. Une entreprise leader doit être une entreprise qui se démarque du reste, qui a quelque chose d'autre à offrir par rapport au reste des concurrents. Je pense que le coopératisme ou les membres des coopératives, nous avons une dette envers la société qui se trouve dans nos principes, la création d'emplois. Comme nous avons toujours eu cet objectif et que c'est ainsi que nous l'assumons auprès de la société, ce principe a été pour moi le moteur pour faire de nouvelles choses, pour innover des produits. L'innovation en matière de produits implique l'innovation dans les procédés de fabrication. C'est pour cela que Fagor a entrepris au cours de ces dernières années un plan de reconversion des usines de San Andrés, de Basauri et de Garagarza. La nouvelle usine de lave-vaisselle devient la plus moderne d'Europe. En même temps, le modèle EFQM de gestion de la qualité est implanté, dans le but d'arriver à l'excellence entrepreneuriale.
Les prix et les récompenses viennent s'ajouter une année après l'autre. Nous avons obtenu plusieurs récompenses externes, certaines au niveau de la communauté autonome basque, d'autres au niveau européen et même au niveau de l'Amérique latine. Mais ce ne sont rien d'autre que des indicateurs qui démontrent d'une certaine manière que nous bougeons, que nous avançons vers ce modèle d'excellence entrepreneuriale. En 2002, Fagor rachète 10% du capital social du groupe Elko Brandt, le premier fabricant sur le marché français. 3 ans après, en 2005, Fagor se convertit en l'unique propriétaire. Quand nous sommes entrés dans l'actionnariat de Brandt, nous avions pratiquement 3 objectifs. Pouvoir acheter globalement, échanger des produits et tenter de lancer ou de développer un R+D ensemble. Nous sommes en train de centrer nos objectifs. Nos objectifs stratégiques vont se placer dans ces zones de synergie pour nous permettre de digérer très vite ce rachat et continuer de grandir. Les distributeurs internationaux veulent à chaque fois des entreprises qui travaillent avec eux au niveau européen. Jusqu'à présent, nous avons été très présents en Espagne. Nous avons été très présents en Pologne, mais pas dans les autres pays. Avec le rachat de Brandt, nous avons donc réussi à être présents dans 2 des 5 plus grands pays européens, la France et l'Espagne. Et curieusement, la grande distribution européenne est très concentrée en France. En 2006, Fagor contemple les prochaines années à partir d'une nouvelle perspective et d'une nouvelle dimension. L'entreprise a grandi. C'est maintenant le groupe Fagor Electrodomésticos. Avec le rachat de Brandt, nous sommes devenus le 5e groupe européen dans le secteur de l'électroménager, ce qui nous offre indubitablement un projet d'avenir. Nous avons multiplié l'entreprise par 2, nous avons multiplié les ventes par 2, nous avons multiplié les effectifs par 2. En définitive, nous sommes devenus une entreprise du double de ce que nous étions avant. Par conséquent, en étant le 5e groupe européen, nos points forts et nos possibilités de concurrencer dans ce secteur, même s'il est devenu plus concurrentiel, sont bien supérieurs. Actuellement, en Europe, nous sommes les 5e, mais nous devons aspirer à la première place ou être quelqu'un. Être quelqu'un signifie être présent, gagner le respect des distributeurs et des concurrents. Et notre stratégie doit consister à monter sur le podium en Europe. Je me réfère aux fondateurs et je crois que nous devons les remercier. Tout d'abord eux, les fondateurs, mais aussi bien sûr tous ceux qui ont travaillé avec eux et tous ceux qui ont continué à travailler dans cette dynamique. Je pense que les valeurs coopératives qui nous ont caractérisés depuis notre naissance perdurent. Dans leur essence, elles n'ont pas changé. Malgré tout, avec les changements si profonds que l'entreprise en tant que telle a subis et l'environnement de ces 50 dernières années, je dirais que nous avons vécu, que nous sommes en train d'assister à une transformation, à une adaptation des valeurs coopératives. Mais je crois que nous n'y renoncerons jamais. Nous devrons en revanche les enrichir, les adapter au temps nouveau, à la nouvelle manière de faire l'entreprise qui s'impose à nous et qui s'imposera dans les 50 prochaines années.